Bienvenue à notre dernier séminaire Pause Santé de la saison. Je suis Raphaël Provost et je serai celui qui allait animer la première partie de la présentation et qui va reprendre le flambeau à la période de questions. Aujourd'hui, on a un sujet hyper intéressant. On sort un peu des sentiers battus, mais qui est une recherche qui est menée par notre directeur Denis Chenevert, qui va vous présenter quelque chose, un sujet de l'heure. Et on a vraiment toute une équipe aujourd'hui qui savent de quoi ils parlent et ils vont vous prendre la parole pendant une heure et qui vont être avec nous pour nous présenter le sujet suivant, qui est les proches aidants d'aînés, analyse des impacts dans les organisations québécoises. Et pour nous présenter l'appui, qui de mieux que M. Dion pour le faire? Je lui laisse la parole. C'est lui qui va prendre le flambeau. Bonne présentation, tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je remercie l'équipe de M. Chenevert de m'avoir invité à présenter l'appui. Nous avons l'appui mandaté, l'équipe de M. Chenevert du pôle santé HEC Montréal, de faire l'enquête sur les proches aidants en emploi, dont les résultats vont vous être présentés aujourd'hui. Je vais faire juste une présentation brève de l'appui, un bref historique, présenter sa mission et, en dernier point, les principaux services qu'on offre. J'ai oublié de me présenter plus précisément. Robert Dion, je suis directeur au développement stratégique à l'appui. Alors, tout commence en 2007, c'est quand même à peu près une dizaine d'années. Il y a eu une consultation publique menée par le ministère de la Famille sur les conditions de vie des aînés. D'ailleurs, à l'époque, la ministre Marguerite Blais était au ministère de la Famille et a présidé cette consultation-là. Donc, on la retrouve aujourd'hui. On est bien heureux. Elle va continuer à nous soutenir et soutenir les proches aidants d'aînés. A été déposé un rapport Préparons l'avenir de nos aînés. Ce rapport est encore disponible au ministère de la Santé. Donc, si vous voulez avoir les résultats de la consultation, ça serait très intéressant que vous le regardiez. Il y a eu quand même 4000 participants à cette consultation-là. Et parmi les préoccupations exprimées, le soutien des personnes les plus vulnérables, leurs proches, a été ce qui a été le plus exprimé. Donc, c'est pourquoi nous avons l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi instituant un fonds de 200 millions de dollars sur 10 ans pour le soutien aux proches aidants d'aînés du Québec. Et avec la contribution financière de la Société de gestion du patrimoine de la famille Chagnon. Donc, c'est un fonds qui est partagé qui est soutenu par le gouvernement et la famille Chagnon. Et en 2018 a été créé l'appui pour les proches aidants d'aînés, qui, de 2010 à aujourd'hui, a présidé à l'établissement de 17 appuis régionaux. Donc, on retrouve des appuis régionaux dans toutes les régions du Québec, qui, eux, ont participé au développement de divers services aux proches aidants d'aînés au niveau régional. Donc, pour que les proches aidants de chacune des régions puissent avoir des services de soutien. Et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en 2017, l'appui a adopté un plan stratégique triennal dont 2 actions stratégiques sont mises en œuvre, qui vont être mises en œuvre jusqu'en 2020, qui est l'accroissement des services offerts aux proches aidants en emploi, qui sont une clientèle plus difficile à rejoindre, donc on doit adapter les services, et aussi la sensibilisation, la sensibilisation des acteurs du marché du travail quant à leur réalité. Et, entre autres, comme acteurs du marché du travail, c'est évidemment les employeurs. Notre mission. Alors, essentiellement, contribuer au soutien des proches aidants d'aînés qui fournissent sans rémunération des soins et du soutien régulier à domicile à une personne ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de compromettre son maintien à domicile. C'est un peu long, mais ça veut dire tout simplement que on s'intéresse aux personnes de tout âge, donc 18 ans et plus, qui soutiennent une personne aînée à domicile. Et généralement, c'est soit le conjoint, la conjointe ou le fils et la fille de parents. Et l'idée étant de s'assurer que la personne vive et vieillit à domicile. Notre vision, c'est de s'assurer que les aidants aient une meilleure qualité de vie.
Notre mandat. Le mandat est articulé en 3 rôles. Le premier rôle, bailleur de fonds. Donc, on contribue au financement de services destinés aux proches aidants d'aînés et qui sont dispensés par des organisations locales, généralement des organismes communautaires ou des entreprises d'économie sociale, ou communément appelées des coopératives de services à domicile. Et on finance 4 types de services, donc information, formation, soutien psychosocial et répit. Deuxième rôle, soutien et sensibilisation. On soutient efficacement, on essaie de soutenir efficacement les communautés, les organisations locales pour qu'ils puissent donner de meilleurs services. On soutient aussi l'innovation, l'acquisition et le transfert des connaissances, essentiellement en donnant de la formation aux intervenants. Et aussi, on déploie diverses actions de promotion, de sensibilisation, de promotion à la proche aidance. D'ailleurs, vous avez dû voir passer dans les médias notre campagne de publicité là, sur les proches aidants. Si vous ne l'avez pas vu, bien, j'espère que vous allez le voir. Vous n'avez qu'à regarder la télévision, puis vous allez voir. Et troisième rôle, des services. On offre quand même des services aux individus directement, entre autres par la ligne Info Aidant et l'appui.org. Je vais d'ailleurs vous donner des informations plus précises sur ces services-là. Service Info Aidant, c'est un service téléphonique d'écoute, d'information et de référence professionnelle, confidentielle et gratuit. Il y a des conseillers qui sont spécialisés, présents pour écouter, évidemment avec attention, compassion, ça c'est le spécifique, informer avec des renseignements précis à jour, en tout cas le plus possible à jour, et référer à des ressources et services adaptés aux besoins des proches aidants, surtout des ressources locales. Donc, puis là, si retenez bien le numéro de téléphone, là, si vous avez besoin de soutien vous-même. Alors, deuxième type de service qu'on offre, c'est l'appui.org, qui est un portable web. Et comme tout bon portable web, vous avez toutes sortes d'informations, des éléments d'actualité touchant le développement de la proche aidance au Québec, des conseils pratiques pour les proches aidants, sur la santé, prévention, questions juridiques, fiscales, des diverses publications, références, entre autres des statistiques, rapports annuels du réseau des appuis, tout ce qui concerne l'entourage du proche aidant. Eux, s'ils veulent savoir comment soutenir leur proche aidant, mais il y a certains conseils qu'on peut leur donner. Répertoire des ressources et des informations sur l'appui de la région où vous habitez. Entre autres, dans la section du portail web, il y a un répertoire des ressources qui est un répertoire géolocalisé. Donc, vous êtes à la maison et vous pouvez être directement dirigé à votre région pour faire une recherche de type de services, comme par exemple répit, des services juridiques ou fiscaux, transport, aide domestique, donc une série de services. Et ça vous donne la possibilité d'avoir des fiches complètes sur les ressources en question, numéro de téléphone, les heures d'ouverture, etc. Autre section du portail web, c'est l'appui de ma région. Donc, pour que vous connaissiez un peu les activités régionales, parce que, bon, les appuis sont impliqués avec la communauté pour le développement des services. Donc, développe différents contacts avec les organisations locales, le réseau de la santé. Il y a des calendriers d'activités des organisations locales, les rencontres de soutien et autres, et différents documents reliés à l'appui de votre région. Et finalement, comme troisième type de service qu'on offre, c'est une infolettre qui s'appelle l'appui-lettre, qui est pour les proches aidants d'aînés, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à la proche aidance. C'est distribué 8 fois par année, généralement électroniquement, mais peut être aussi, selon la région, distribué sous format papier. Et différents contenus, aussi sur des sujets de fond, de l'actualité régionale, parce que les appuis régionaux participent à l'élaboration de l'appui-lettre, des calendriers des activités régionales, conseils pratiques, témoignages, etc. Donc, un infolette qui est d'ailleurs très utilisé par les proches aidants. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir. C'est une courte présentation juste pour vous donner l'eau à la bouche. Donc, je vous invite à
allez visiter le site, notre portail web, l'appui.org. Et si vous venez de découvrir, vous êtes proche aidant ou vous êtes proche aidant actuellement, mais vous pouvez appeler à l'info aidant et on va vous référer à des ressources qui vont pouvoir vous aider. Voilà, merci beaucoup. Puis maintenant, Monsieur Schoenberg va vous présenter la recherche. Merci beaucoup, M. Dion. Donc, j'avais pensé laisser la possibilité de présenter l'organisme en question parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas d'idée de ce que c'est l'appui. Et je n'avais pas d'idée non plus avant d'accepter ce projet. Donc je présume que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Donc, comme M. Dion a mentionné, on a été mandaté au printemps dernier pour mener une étude sur la situation des proches aidants en entreprise et pour essayer de comprendre leur réalité. Cette réalité, naturellement, est influencée fondamentalement par le nombre d'heures qu'ils consacrent à cette activité et à cette responsabilité. Et donc, on a essayé de comprendre un peu l'impact que ça pouvait avoir. Pourquoi s'intéresser à l'appui? Pourquoi s'intéresser aux proches aidants? Je pense que vous pouvez facilement imaginer l'évolution sociodémographique qu'on vit présentement qui va nous frapper de plein fouet là, dans quelques années. Si on regarde les statistiques, on s'aperçoit que les personnes de 65 ans et plus représentaient 1,3 million en 2011. Ils seront 2,5 millions en 2036. Donc, c'est une partie importante de la population qui sera dans cette situation de 65 ans et plus. En 2017, 18,1 % de la population sera des personnes de 65 ans et plus. En 2036, 26 % de la population. C'est énorme, c'est énorme. Et cette situation-là, on n'est pas. Le système de santé, présentement, dans sa structure, n'est pas organisé pour être capable de supporter autant d'individus. C'est impossible. Donc, d'où l'importance de cet organisme pour venir en soutien aux gens qui vont devoir prendre charge des personnes aînées au Québec. C'est probablement une des solutions les plus pertinentes parce qu'il faut bien comprendre que cette situation de 26 % d'aînés au Québec, c'est une situation temporaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas une situation permanente. Autrement dit, ce pan de baby boomers qui arrivent à cet âge en même temps ne seront pas dans cette situation-là ad vitam aeternam. Donc, par conséquent, le rééquilibre va se faire, mais dans combien de temps? Ça peut prendre, je ne sais pas, moi, 15, 20 ans, 25 ans, pour qu'on puisse retomber dans une pyramide socio-démographique à peu près équilibrée. Donc, il est difficile d'investir également socialement, de dire on va investir dans des CHSLD, on va doubler le nombre d'effectifs, oui, mais pour combien de temps? Et donc, c'est ça qui est complexe en termes de gestion et de planification. Et c'est pour ça que la communauté citoyenne, c'est-à-dire les proches aidants d'aînés, viennent jouer une importance dans ce rôle-là pour être capable de combler un peu ce manque pendant un certain nombre d'années. Parce que financièrement, il n'y a pas vraiment de solution possible là, pour être capable de prendre en charge cette réalité. Si on regarde en 2023, les aînés dépasseront pour la première fois dans l'histoire les 20 ans et moins. Donc, on vit un phénomène historique qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité et qui n'arrivera probablement plus jamais. Et donc, ce phénomène-là est particulier. Et donc, je pense que là, il faut trouver des solutions adaptées, créatives, pour passer à travers les 25-30 ans auxquels l'humanité, parce que ce n'est pas un phénomène québécois, même si au Québec, on est 2 % il y a 2 % plus de personnes aînées qu'ailleurs au Canada. On est donc dans une situation encore, je dirais, plus problématique que l'ensemble des autres provinces. Et le Canada, comme pays, est dans une situation, je pense, après le Japon, on est pas mal dans les situations en termes de vieillissement de la population, on est pas mal dans les régions les plus touchées. Donc, bon, ça, c'est une réalité qui m'apparaît assez importante. En même temps, pourquoi cette prise de conscience du rôle des proches aidants en situation d'emploi? Bien, vous savez qu'on vit une pénurie et on rentre en plein milieu d'une pénurie de main-d'œuvre en ce moment qui va être drastique pour le Québec. Pour avoir rencontré plusieurs organisations, certaines ont arrêté leur croissance par manque de main-d'œuvre. Donc, on est dans une situation problématique en termes d'accès aux ressources. Et donc, il y a des gens qui sont en emploi, qui ont des responsabilités de proche aidance, et en même temps, ces gens-là doivent concilier cette réalité et vont facilement se tourner vers les entreprises qui vont leur permettre de concilier ces responsabilités.
Et les entreprises qui ne seront pas prêtes à évoluer dans cette direction-là vont se retrouver devant une pénurie sur laquelle ils ne seront pas capables d'avoir accès aux ressources qu'ils ont besoin pour progresser. Donc, cette situation-là est un autre élément qui vient un peu, je dirais, ajouter dans la complexité du phénomène. Si on regarde un peu le changement du profil de la main-d'œuvre, 83 des emplois créés au Québec en 2012 ont été comblés par des gens de 55 ans et plus. Ça nous amène dans une logique complètement différente de ce qu'on est habitué en termes de dotation de postes. On est donc en ce moment dans une logique où les postes créés sont dotés par des gens qui sont plutôt vers la fin que le début. Et donc, ça amène les organisations, encore une fois, à revoir leur stratégie, leur philosophie, leur culture et leur ouverture en matière de flexibilité par rapport à ces réalités qui vont s'accélérer, naturellement. On parle qu'il y a 56 des proches aidants en ce moment au Québec qui sont en situation d'emploi et ça va s'accroître. Et donc, on va se retrouver dans une logique où la plupart des gens en emploi vont également avoir d'autres formes de responsabilités qu'ils devront assumer. Et ça, c'est sans oublier en même temps les responsabilités pour les enfants. Donc, souvent, les gens se retrouvent dans une situation, ce qu'on appelle la génération sandwich, où ils se retrouvent dans une situation où ils doivent prendre soin de leurs parents vieillissants et en même temps prendre soin de leurs enfants. Ce qui crée une double responsabilité qui accroît la pression exercée sur ces gens-là. Donc, une étude au Canada a été réalisée qui démontre qu'il y a 2,2 millions d'heures perdues par semaine au Canada relativement aux responsabilités de proche aidance. Donc, c'est énormément d'impact au niveau économique. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, naturellement, les solutions ne sont pas si faciles, mais l'étude avait pour objectif de surtout comprendre la réalité des proches aidants et surtout l'impact que ça peut avoir dans leur milieu de travail. Donc, si un peu l'objet de l'étude, si on regarde, on essaie de comprendre finalement c'est quoi l'impact des proches aidants sur leur environnement, donc en termes de santé au travail, en termes d'absentéisme, de présentéisme, de soutien organisationnel. Donc, quel est leur environnement de travail à ces gens-là? Et est-ce que cet environnement-là diffère de ceux qui n'ont pas ces responsabilités? C'est un peu ça aussi le débat, c'est de savoir est-ce que ceux qui ont des responsabilités de proche aidance font face à des réalités différentes en matière d'environnement de travail. Estimation des coûts, on a fait une brève estimation des coûts que pouvait représenter cette charge et cette responsabilité au niveau des proches aidants et quelques pistes de solutions. Naturellement, les pistes de solutions, c'est un peu complexe dans la mesure où pour avoir des pistes plus opérationnelles, il faut apporter ces résultats auprès des organisations dans chacun des secteurs parce que chaque réalité va être différente, va devoir amener des réponses différentes. Donc, c'est difficile d'avoir des réponses là. On a quelques idées, mais ça reste que, bon, il faut aborder les questions de façon un peu plus opérationnelle avec les organisations. Si on regarde un peu l'échantillonnage, en tout et partout, il y a 8 secteurs d'activité qui ont été approchés et sondés. Donc, 8 entreprises de 8 secteurs différents dans 3 régions du Québec, si je ne m'abuse, 3 ou 4 régions, pour un échantillon total d'environ 1300 répondants. Donc, c'est un échantillon. Bon, naturellement, on ne peut pas prendre pour acquis que le fruit ou le reflet de ces résultats sont valides en termes externes, c'est-à-dire qu'ils ont une représentativité exacte de l'ensemble des organisations québécoises. Ce n'est pas possible. On a 8 entreprises. Bon, il y a 8 secteurs. On ne couvre pas tous les secteurs. Bon, on est quand même dans des secteurs assez différenciés pour avoir une perspective assez différente d'un secteur à l'autre. Donc, naturellement, il y a une limite relativement à l'échantillonnage, mais ça donne quand même une bonne perspective. Donc, sans plus tarder, la moyenne d'âge des proches aidants dans l'échantillon qu'on a, c'est 47 ans. Donc, c'est la moyenne d'âge des proches aidants qu'on a. Ils s'occupent de 1,7 aînés par proche aidant. Donc, la moyenne est de 1,7 aînés de 65 ans et plus. 16 sont en situation de génération sandwich, donc ils s'occupent à la fois d'un aîné et à la fois d'enfants en bas âge. Plus de femmes que d'hommes qui ont la responsabilité de proche aidance. Et si on regarde à peu près dans notre échantillon, on est à 32 de proches aidants par rapport à 68 de gens qui n'assument pas ce type de responsabilité. Tout de suite, ouvrir une parenthèse sur la notion de proche aidant. Cette notion n'est pas simple à circonscrire. C'est quoi un proche aidant? Y a-t-il un nombre d'heures? Y a-t-il une situation particulière où la personne se dit ou se donne cette vocation de proche aidant?
c'est pas facile à circonscrire. Les définitions ne sont pas claires. Jusqu'à présent, dans la littérature, bon, il y en a qui disent que c'est 10 heures par mois. Il y en a d'autres qui disent bon, que c'est le fait d'avoir soin de quelqu'un qui a des réductions en termes de mobilité, en termes de capacité cognitive. C'est pas clair. Donc, cette définition-là n'est pas claire. Donc, c'est pas facile. Et bon, si vous avez suivi un peu les derniers éléments gouvernementaux qui ont sorti, les dernières nouvelles, qui mentionne que Mme Blais va justement chercher à mieux circonscrire c'est quoi un proche aidant. Parce que, bon, c'est pas tout le monde, pas parce que tu rends visite à un parent que tu es un proche aidant. Il faut être capable de relativiser c'est quoi réellement la responsabilité qu'on peut attitrer à un proche aidant. Donc, cette question-là n'est pas claire. Nous, ce qu'on a surtout cherché à comprendre, c'est l'investissement en termes d'heures. Combien d'heures vous consacrez à l'aide d'une personne de 65 ans et plus? Donc, on a essayé de modéliser en fonction des heures consacrées parce que c'était pas mal la seule façon qu'on pouvait y arriver. Rapidement, si on a demandé aux gens au cours des dernières années, est-ce que vos responsabilités auprès d'un proche aîné ont eu comme quelles conséquences que ça a eu, le fait de consacrer, d'avoir cette responsabilité-là. On voit que, bon, beaucoup, 16 ont dû répondre à un appel d'urgence pendant leurs heures de travail. Certains 15 ont dû escamoter leur pause ou leur dîner pour être capables d'assumer leur responsabilité de proche aidance. Donc, 12 ont dû quitter plus tôt le travail. Donc, on a quand même un ensemble de conséquences qu'on peut observer sur le fait d'assumer ces responsabilités-là et l'impact que ça a sur un certain nombre d'éléments liés à leur réalité de travail. Et de l'autre côté, on leur a demandé combien d'heures vous consacrez à la notion, à vos responsabilités de proche aidant et par rapport à quel type d'activité. Donc, ce qu'on voit, c'est que le soutien social et émotionnel, c'est le type de responsabilité auquel on consacre le plus de temps chez un proche aidant, donc 3,9 heures par mois. Et donc, après, bon, on voit les travaux ménagers. Bon, on voit un peu la répartition du temps consacré par ces gens pour soutenir un aîné. La moyenne des heures consacrées par mois est de 13,5. Donc, 13,5 heures par mois consacrées chez l'échantillon qu'on a dans cette étude. Donc, c'est grosso modo à peu près 3 heures par semaine, 3-4 heures par semaine. Est-ce qu'on prend des questions tout de suite ou à la fin? Désolé. C'est lui le patron. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Lucille qui a travaillé sur ce projet et qui faisait l'objet de son projet supervisé à la maîtrise. Voilà, bonjour, merci. Merci. Donc, pour poursuivre avec l'analyse et nos observations par rapport à ce phénomène-là, on a aussi demandé dans le cadre de notre sondage la réalisation que les employés consacraient à leur activité personnelle. Et puis là, on remarque quand même une différence entre les proches aidants et les non-proches aidants, sachant qu'en moyenne, les proches aidants consacrent environ 8 heures, alors que les non-proches aidants en consacrent presque 12. Donc on constate que c'est quand même une différence qui existe. Ensuite, pour la suite, on va vous présenter différents facteurs. Donc, les graphiques présentent l'ensemble des organisations et la dernière colonne, c'est l'ensemble des organisations. Donc, en bleu foncé, c'est les proches aidants, en bleu clair, les non-proches aidants et en gris, c'est l'ensemble des employés. Donc, pour la première donnée, c'était l'engagement. Là, on constate que les proches aidants sont quand même significativement plus engagés que leurs collègues qui ne prennent pas soin d'un aîné. Pour l'intention de quitter, par contre, là, il n'y avait pas de différences significatives qui ont été constatées, fait que l'activité de proche aidant n'impacte pas l'intention de quitter. Pardon. Ensuite, concernant les comportements de mobilisation, là non plus, il n'y avait pas de différence significative. Les proches aidants et les non-proches aidants avaient le même niveau de mobilisation. Par contre, pour les valeurs organisationnelles, là, il y avait effectivement une différence significative dans le sens où les proches aidants se sont généralement moins soutenus par leur organisation que leurs collègues. Ensuite, on leur a aussi demandé l'impact de leur santé sur le travail. Donc, quand ils étaient malades, à quel point ça impactait leur activité professionnelle. Par exemple, s'ils avaient de la difficulté à se concentrer ou à réaliser leur mission. Là, on constate qu'il y a également une différence significative. Donc, les proches aidants sont relativement plus impactés que leurs collègues. On leur a aussi demandé quel était leur taux d'efficacité
au cours des 2 dernières semaines. Là, ce qu'on a constaté, c'est quand même que la majorité des employés étaient entre 90 et 100% de leur taux d'efficacité et il n'y avait pas de différence entre les proches aidants et les non-proches aidants. Ensuite, on leur a aussi posé des questions concernant l'épuisement émotionnel et le cynisme. Et là, le facteur où il y a une différence significative, c'est vraiment l'épuisement émotionnel. Donc, on le voit bien sur les graphiques, les proches aidants sont plus épuisés que leurs collègues, alors que le cynisme, il n'y a pas de différence significative. On leur a aussi demandé la fréquence à laquelle ils éprouvaient des problèmes de sommeil, d'appétit ou de santé. Là, il y avait aussi une différence significative dans le sens où les proches aidants le ressentaient plus souvent que leurs collègues. Et pareil pour le stress, les proches aidants sont généralement aussi plus stressés que leurs collègues qui ne prennent pas soin d'un aîné. Concernant la satisfaction au travail et dans la vie, là, on a observé que finalement, les proches aidants étaient significativement plus satisfaits que leurs collègues. Et puis, la satisfaction à l'égard de l'emploi, donc c'est vraiment par rapport à l'évolution de la carrière et ce facteur-là. Là, par contre, il n'y avait pas de différences significatives qui ont été observées. Ensuite, on leur a posé des questions par rapport au conflit travail-famille. Donc là, évidemment, avec la nature même de l'activité de proche aidant, il y a eu une différence significative. Donc, les proches aidants ressentent plus ce conflit-là. Et pareil, au niveau de la justice organisationnelle, les proches aidants étaient moins en accord avec les affirmations qu'on proposait par rapport à cela. Ensuite, on leur a demandé, au cours des 3 derniers mois, le nombre de jours d'absence pour lesquels ils ont dû s'absenter pour des problèmes de santé, des problèmes à l'égard des responsabilités à l'égard de leurs enfants ou de la proche aidance. Donc là, c'est intéressant de voir que les proches aidants sont plus souvent absents pour des raisons de santé, que les responsabilités à l'égard des enfants, c'est quand même relativement pareil. Et puis à l'égard des aînés, forcément, les proches aidants étaient plus absents. Puis on leur a aussi demandé s'ils accepteraient de diminuer leurs heures de travail pour avoir une meilleure conciliation travail-vie personnelle. Et là, on constate que c'est quand même relativement proche, mais que les non-proches aidants seraient plus aptes à réduire leurs heures de travail, alors que les proches aidants, non. Ils sont moins nombreux à accepter de réduire leurs heures. On leur a aussi demandé par rapport aux pratiques organisationnelles, qu'est-ce qui faisait que ça rendait difficile la conciliation travail-famille. Ce qui est ressorti en premier, c'est vraiment l'horaire de travail. Il y a aussi la charge de travail qui est revenue souvent. Comme vous voyez, la nature des tâches et puis l'impossibilité de se faire remplacer étaient aussi présents. Et puis par rapport à l'aménagement du temps de travail, on a regardé 2 notions, c'était l'importance pour eux et l'accessibilité au cours des derniers mois. On regarde que les proches aidants, c'est plus important pour eux d'avoir un aménagement du temps de travail, mais qu'en même temps, ils ont eu le sentiment que ça leur était moins accessible au cours des derniers mois. Donc là, on voit aussi qu'il y a ce phénomène-là qui apparaît dans les organisations. Et puis finalement, pour terminer sur l'estimation de nos coûts, donc on avait leur salaire moyen. On leur a demandé d'estimer le nombre d'heures supplémentaires qu'ils réalisaient, mais aussi les heures qui étaient perdues pour l'absentéisme en lien avec leur activité de proche aidant et puis en lien avec le présentéisme. Donc on voit que pour les heures supplémentaires, les proches aidants semblent en réaliser quand même un petit peu plus. Pour l'absentéisme, en lien avec l'activité de proche aidant, forcément, le montant est supérieur chez les proches aidants. Et puis finalement, pour le présentéisme, on constate que les proches aidants sont aussi relativement plus aptes à faire ce présentéisme, sachant que c'est une estimation de coût annuel par personne. Voilà. Donc je vais redonner la parole à Denis pour la suite de l'analyse. Merci, Lucille. Donc, ce qu'on peut observer, grosso modo, c'est qu'il y a quand même des différences considérables en termes je dirais, de climat de travail ou de perception de climat de travail entre les proches aidants et les non-proches aidants sur un ensemble de dimensions. Donc, ils sont plus épuisés, ils sont plus stressés.
Donc, ils perçoivent moins bien les notions de justice dans l'organisation. Donc, il y a un certain nombre de dimensions qui nous amènent à essayer de modéliser ces dimensions pour comprendre quelle en est leur relation. Autrement dit, qu'est-ce qui affecte quoi dans cette dynamique relationnelle. Et ce que j'ai tenté de faire dans le cadre de cette modélisation de données, c'est d'essayer de comprendre quel est l'impact de l'accroissement du nombre d'heures que je consacre à un aîné sur mon environnement de travail. Quel est l'impact de ces heures-là? Donc, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai pris le nombre d'heures. Donc, il y a des gens qui consacrent peu d'heures, d'autres beaucoup. Et j'essaie de comprendre, est-ce que le fait de consacrer plus d'heures à un aîné va impacter ma réalité organisationnelle? Ce qu'on observe fondamentalement, c'est qu'effectivement, oui, ça impacte considérablement la réalité organisationnelle. Les indices de correspondance, je ne veux pas rentrer dans les dimensions statistiques, mais le modèle, autrement dit, performe plutôt bien et correspond assez bien aux données qu'on a collectées. Donc là-dessus, statistiquement, il n'y a pas de difficulté sur la validité du modèle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plus je consacre d'heures, plus je suis épuisé. C'est assez normal. Donc, plus comme proche aidant, plus je consacre d'heures à un aîné, plus je me sens épuisé. Plus j'ai des conflits famille-travail. C'est normal que si je consacre beaucoup d'heures à un aîné, bien, je finis par avoir des problèmes à concilier mon travail et mes responsabilités. Donc, ça aussi, ça va un peu de soi. Mais j'ai également un lien direct avec le nombre de jours d'absence. Donc, plus je consacre d'heures comme proche aidant d'aîné, plus je m'absente de mon travail. Donc, je suis porté à m'absenter, je n'ai pas le choix. Donc, il faut que je m'absente. Je m'absente, donc au niveau total, je perds plus d'heures de travail pour cette responsabilité de proche aidance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également un ensemble d'effets indirects. Donc, les effets directs sont celles que je viens de vous présenter, mais tous les autres effets indirects sont significatifs également. C'est-à-dire que si je consacre beaucoup d'heures comme proche aidant, je vais augmenter mes conflits, je vais donc indirectement augmenter mon stress au travail. Et indirectement, je vais donc augmenter mon présentéisme parce que le conflit travail-famille est lié au présentéisme. Donc, le fait de consacrer beaucoup d'heures comme proche aidant influence indirectement un ensemble d'indicateurs qui sont au centre des éléments en termes de réalité organisationnelle. Donc, par exemple, je suis plus épuisé et par conséquent, j'ai plus l'intention de quitter. Donc, on a vu tantôt qu'il n'y avait pas de lien direct entre les proches aidants et l'intention de quitter. Le lien est indirect via la notion d'épuisement. Donc, si je suis proche aidant, je suis plus épuisé. En étant plus épuisé, j'ai plus le goût de partir. Donc, il y a un lien quand même, mais il est indirect. Donc, la subtilité est importante à comprendre parce que souvent, on s'arrête au lien direct entre des phénomènes, mais dans la réalité, les liens sont rarement directs. Ils passent par un ensemble d'états et d'émotions qui, elles, vont engendrer des réactions en termes d'indicateurs comme ceux qu'on a mesurés. En même temps, on voit que plus les gens sont épuisés, plus ils font du présentéisme. Donc, ça veut dire que si je suis épuisé, je vais au travail, mais quand j'arrive au travail, je ne suis pas tout à fait là. Je suis là en partie. Et donc, je m'aperçois que ma présence n'est pas optimale. Je ne peux pas répondre aux exigences de mon travail de façon optimale, comme je devrais les répondre. Et donc, ça veut dire que les gens qui consacrent beaucoup d'heures sont plus épuisés. En étant plus épuisés, ils font du présentéisme. Donc, il y a un lien indirect entre le nombre d'heures consacrées comme proche aidant et le fait de faire du présentéisme dans l'organisation. Même chose pour le conflit famille-travail. Donc, quand je consacre beaucoup d'heures comme proche aidant, j'ai beaucoup plus de conflits. Si j'ai beaucoup plus de conflits, je me retrouve dans une situation où je fais beaucoup plus de présentéisme. Donc, encore là, il y a un effet indirect sur le présentéisme via le conflit famille-travail. Même chose pour les liens négatifs. Donc, tout ce qui est rouge, c'est des liens négatifs. Tout ce qui est bleu, ce sont des liens positifs. Et la taille des flèches exprime la force de la relation observée entre les phénomènes. Donc, on observe également que plus je suis en conflit famille-travail, moins je me sens efficace. Donc, je me sens moins efficace dans mon travail. Plus ma santé physique, je la considère comme étant moins bonne que les gens de mon âge. Donc, il y a un élément. Donc, plus je suis en conflit, plus je me sens moins en santé. Plus je suis épuisé et moins je me sens en santé physique. C'est un peu normal également. Donc, tout ça nous amène à dire que le fait de consacrer beaucoup d'heures influence directement un certain nombre de phénomènes, mais aussi indirectement un certain nombre de phénomènes importants qui ont des coûts pour les organisations et qui ont des coûts pour la société également. Et ce qui est intéressant comme dernière modélisation, c'est est-ce que le présentéisme influence l'ensemble de ces indicateurs? Et on voit très bien que les gens qui font du présentéisme ont une perte d'efficacité au travail, ne se sentent pas efficaces, ont des problèmes de santé physique, ont des problèmes de productivité, s'absentent davantage, donc ont plus d'heures et de journées d'absence que les autres. Donc, on a des gens qui sont en présentéisme, ça veut dire qu'ils sont
quand ils sont au travail, ils ne sont pas efficaces, mais en plus, ils s'absentent plus que les autres. Donc, c'est sûr que ça amène une réflexion à savoir, bon, on fait quoi dans cette situation-là pour réduire l'impact de cette réalité auquel on ne pourra pas échapper, pour que, finalement, ces gens-là puissent être capables d'exercer leur travail de façon convenable, sans qu'il y ait trop d'impact négatif sur les indicateurs qu'on a modélisés. L'autre question qui m'a interpellé, c'est que dans les heures consacrées par les proches aidants, ces heures-là sont consacrées à différentes tâches. Il y a plusieurs tâches, on l'a vu tantôt, il y avait 5 ou 6 tâches différentes, ou 5 ou 6 responsabilités, les tâches ménagères, le soutien social et émotionnel, la coordination des soins de santé, il y a un certain nombre. Donc, j'essayais donc de comprendre, est-ce que tous ces heures ont le même effet? Ou certaines heures ont des effets plus marquants que d'autres? Et donc, c'est ce qui nous amène à cette deuxième modélisation. J'ai donc pris chaque type d'heure consacrée pour essayer de comprendre, est-ce que ces heures-là ont tous le même impact? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de responsabilités qui engendrent des problématiques. Les autres, très peu. Ce qu'on voit, c'est que dans la modélisation, c'est le soutien social et émotionnel qui a des impacts sur l'épuisement, qui a des impacts sur le stress. C'est ce type de responsabilité-là qui engendre des effets négatifs. Et coordonner les soins de santé. Être capable d'intervenir avec les différents professionnels, faire les appels, coordonner le travail des professionnels, toute la notion de coordination d'actes médicaux par le proche aidant, c'est ce qui lui cause des problèmes. Fondamentalement, ce n'est pas les autres éléments. Ce n'est pas les tâches ménagères, ce n'est pas les soins personnels qu'il offre à l'aîné, c'est le fait de le soutenir émotivement, d'être capable d'entrer en relation avec lui, de lui parler, de le soutenir et de coordonner l'ensemble des tâches et des professionnels du réseau. Donc, c'est ça qui est l'élément central. L'autre modèle, c'est les mêmes variables sur d'autres indicateurs. Et on voit encore la prédominance de la coordination des soins et du soutien social comme dimension majeure, cette fois-ci sur le cynisme, sur les heures perdues pour s'occuper d'un proche aidant, sur le nombre total d'absences, sur les problèmes de santé. Donc, encore une fois, si on exclut, il y a des substituts qui jouent un peu sur les jours d'absence. C'est sûr que si je remplace quelqu'un pour aller faire de quoi, je dois m'absenter, donc par conséquent, c'est un peu normal. Et soins de santé et médicaux, donc l'administration des médicaments, le soutien par rapport aux équipements médicaux a également un impact sur les jours d'absence. Mais fondamentalement, on voit encore une fois les deux principales responsabilités que sont le soutien social et émotionnel et la coordination des soins comme étant centrales dans les problèmes vécus par les proches aidants d'aînés. Donc, ça nous amène à essayer de réfléchir comment on peut réduire l'impact de ces principaux éléments en termes de responsabilité. Et là, naturellement, on a commencé des discussions sur comment on pourrait maintenant adresser ces questions auprès des employeurs pour essayer de trouver des solutions qui m'apparaissent quand même possibles à l'égard du fait qu'on a vraiment deux éléments sur lesquels il faut se concentrer, plutôt que d'essayer d'adresser tous les éléments à la fois. Ce que je me suis questionné également, je me suis dit, comment peut-on réduire l'impact négatif du nombre d'heures consacrées par un proche aidant? Peut-on réduire l'impact négatif de ces heures? Et donc, sans rentrer dans les données statistiques, j'ai développé des modèles de modération pour essayer de comprendre comment je peux modérer cette relation. Ce qu'on s'est aperçu dans les résultats qu'on a obtenus, c'est que lorsque j'accrois mon nombre d'heures comme proche aidant, donc je mets de plus en plus d'heures, naturellement, mon nombre de jours d'absence s'accroît. Ça, on l'a démontré, ça c'est clair. Toutefois, si cette situation-là s'exerce dans un environnement où les pratiques de gestion sont perçues comme étant justes et équitables, ma droite fléchit considérablement. Donc, mon nombre d'heures consacrées a moins d'impact sur mon absence si je suis dans un environnement où je suis traité de façon juste et équitable. Donc, ça veut dire qu'en termes de gestion, si on revoit la façon dont on bâtit les procédures et les mécanismes de prise de décision, si on rend ces mécanismes plus justes, si on implique les gens, si on réfléchit aux conséquences de nos décisions sur les employés avant de prendre des décisions, si on les implique dans le processus de décision, on va réduire l'impact de leur responsabilité de proche aidant sur leur absence au travail. Donc, il y a tout un volet de justice organisationnelle qu'on doit développer pour amoindrir l'impact négatif du nombre d'heures consacrées par les proches aidants vis-à-vis des aînés. Donc, ça, c'est un élément qui m'apparaît en termes de solutions intéressantes sur lesquelles on peut commencer à développer des pistes de réflexion plus opérationnelles. Deuxième élément, l'intention de quitter. On a vu qu'il n'y avait pas de lien direct, mais qu'il y avait un lien indirect.
Dans le cas de l'intention de quitter, plus je consacre d'heures et plus il y a un effet indirect sur l'intention de quitter. Toutefois, je peux renverser ce fardeau si le proche aidant obtient du soutien de son superviseur. Si je sens que mon superviseur va m'écouter, va prendre en considération mes problèmes, va chercher à trouver des solutions à mon problème, mais plus ça c'est présent dans mon organisation, plus je suis supervisé par quelqu'un qui est conscient de ma réalité, moins j'ai l'intention de quitter, malgré mon nombre d'heures que je consacre pour venir répondre à mes responsabilités de proche aidant. Donc, encore là, il y a toute une notion de soutien social dans l'organisation qui semble être une solution qui pourrait réduire les problèmes d'intention de quitter. On n'a pas fini encore toute la modélisation parce que c'est un petit peu compliqué, mais on commence à avoir des pistes intéressantes par rapport à cet échantillonnage. Donc, je pense qu'il y a des choses à creuser un peu à l'égard de ça. Je suis dans mon temps. Donc, en termes de synthèse des résultats, naturellement, il y a un paquet de résultats. On n'a pas tout présenté. Le questionnaire était quand même assez volumineux, donc il touche plusieurs dimensions. Mais rapidement, on voit très bien que les horaires de travail est un élément qui est problématique. Les proches aidants sont moins prêts à sacrifier leur situation financière pour être capables de mieux concilier leurs responsabilités familiales et travail. Donc, c'est intéressant, on aurait pu penser que ces gens-là qui ont décidé d'assumer des responsabilités de proche aidant seraient prêts à dire je vais diminuer mon nombre d'heures de travail pour être capable d'assumer mes responsabilités. Mais ce n'est pas le cas. C'est moins vrai pour eux que pour ceux qui n'ont pas de responsabilité de proche aidance. Donc, ils ne sont pas prêts à payer le prix de cette responsabilité. Autrement dit, ils disent je suis prêt à prendre la responsabilité, mais je ne veux pas payer le prix financièrement. Je veux continuer à être capable d'avoir mes revenus stables comme j'en ai besoin. Probablement que ces gens-là aussi en ont plus besoin de revenus parce qu'ils doivent assumer probablement une partie des charges des personnes qui doivent prendre la responsabilité. Donc, quelque part, on voit quand même un élément, c'est intéressant de penser que ce n'est pas une solution d'aller dans cette direction-là, ce n'est pas possible. La justice, on en a présenté, donc ils perçoivent moins la justice et c'est un élément important. Le soutien du superviseur est central, plus de conflits. Ils sont quand même satisfaits. Ce n'est pas des gens insatisfaits, ce n'est pas des gens désengagés. Au contraire, ce sont les plus engagés de l'échantillon. Les proches aidants sont des gens plus engagés envers leur organisation. Ils partagent plus les valeurs de l'organisation, sont plus engagés que ceux qui ne le sont pas. Ils sont aussi mobilisés que les autres, c'est-à-dire leur comportement de mobilisation, d'altruisme, leurs efforts au travail ne sont pas moins grands que ceux des gens qui n'ont pas les responsabilités de proche aidance. Donc, ça m'apparaît un message important aussi aux organisations, de dire que le fait d'avoir des proches aidants, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont moins bien performer nécessairement. Ils sont prêts à performer, ils sont prêts à investir. C'est juste que l'environnement ne leur permet pas de pouvoir livrer au maximum leur efficacité à cause des contraintes de leur environnement de travail. Donc ça, c'est un signal qui m'apparaît important à livrer. Ils sont plus épuisés. Ça va de soi. Il y a 16 % de sandwich. C'est une situation un peu plus complexe qu'il va falloir adresser parce que naturellement, ce pourcentage-là va augmenter parce que de plus en plus, les familles ont des enfants sur le tard. Et donc, ils sont donc pris dans une logique où ils doivent concilier autant les enfants que la responsabilité au niveau des aînés. Cette situation est assez complexe. Donc, c'est un peu, le résumé donc, des principaux résultats qu'on a obtenus. Piste de solution, naturellement, comme je l'ai dit, on commence à essayer de réfléchir, là, et je pense que cette réflexion-là doit descendre dans les organisations, dans les secteurs d'activités qu'on a sondés pour leur présenter les résultats et les amener en co-développement à trouver des solutions pour être capable d'adresser ces questions-là qui sont probablement différentes d'un secteur d'activité à l'autre, étant donné les réalités. On avait des secteurs, des entreprises dans le commerce au détail, on avait des entreprises dans le domaine de la santé, des entreprises dans le domaine de la technologie. C'est des réalités complètement différentes qu'il faut donc essayer d'adresser. On n'a pas eu le temps de présenter, mais dans ce que Lucille a présenté, il y avait des différences considérables entre les secteurs d'activité. On voyait que les réponses, le positionnement des répondants, des proches aidants versus les non-proches aidants était totalement différent selon les secteurs d'activité. Donc, je pense que tout un élément à essayer de creuser par rapport à ces réalités sectorielles qui vont devoir être prises en considération dans les solutions. Donc, de façon très générale, proposer une politique et des pratiques d'aide aux proches aidants, je pense que dans un premier temps, il faut que les entreprises en soient conscientes de cette réalité. Je pense que plusieurs n'en sont pas conscientes. Pour preuve, ça nous a pris 4 mois pour être capable de trouver 8 entreprises qui voulaient participer. C'était excessivement complexe. Aucune entreprise se sent interpellée par ce phénomène. Ils ont dit ça ne nous concerne pas, cette question on a assez à s'occuper de la conciliation travail-famille pour les enfants, il n'est pas de nous écœurer avec la question des personnes aînées. Donc, tu sais, je pense qu'il y a comme
Puis il y a une forme d'incompréhension de cette réalité-là auquel ils sont confrontés, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, c'est pas eux qui décident. Et donc, je pense que ça, il y a toute une sensibilisation pour les amener à comprendre que les proches aidants, ce ne sont pas des mauvais employés. Au contraire, on montre que ce sont probablement les meilleurs. C'est pas ça la question. C'est qu'à un moment donné, il faut leur donner du souffle puis un peu d'espace pour être capable de concilier ses responsabilités. Former les superviseurs, on a vu que le superviseur, son soutien avait un impact direct. Donc, il faut que les superviseurs soient conscients. Beaucoup d'entreprises ont des politiques, on les a rencontrées, ils ont des belles politiques. Mais lorsqu'on parle avec les superviseurs, lorsqu'on interroge les employés, ils nous disent « Oui, la politique, elle existe, mais on n'y a pas accès. » On n'y a pas accès. Parce que lorsqu'on veut se prémunir de cette politique, bien, notre superviseur nous dit « Écoute, tu peux la prendre, mais tu en vivras les conséquences. » Autrement dit, il y a comme une forme je dirais, d'évaluation négative de ceux qui pourraient se prémunir de cette flexibilité-là disponible dans les politiques. Parce que pour le superviseur, naturellement, quelqu'un qui cherche à trouver une façon de concilier ces responsabilités-là, bien lui, ça complexifie son travail de superviseur. Il doit trouver des façons de réussir à atteindre ses objectifs de productivité, malgré des dimensions de conciliation qui l'amèneraient peut-être à avoir des difficultés de concilier ses responsabilités. Donc, il faut sensibiliser, les former sur comment venir en aide aux proches aidants. La notion de justice, on en a parlé, donc être capable de développer la perception de justice dans l'organisation à partir des politiques et des pratiques mises en place. Proposer des mesures d'accommodement, offrir diverses ressources de soutien psychologique. On a vu que le soutien psychologique et social est un élément central. Donc, il faut absolument adresser ces questions-là. Communiquer efficacement sur le phénomène des proches aidants. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser les organisations. Offrir des applications. Peut-être que, étant donné que la coordination des soins est un élément central, ça et le soutien social, peut-être que matière à trouver des moyens par des applications de santé connectée ou par d'autres formes d'applications que le proche aidant pourrait utiliser pour faciliter son interaction avec le réseau de la santé, pour faciliter la coordination des soins des professionnels, de manière à éviter d'être obligé de s'absenter ou de prendre des heures de congé pour être capable d'orchestrer cette logique de coordination des soins. Donc, il y a sûrement des moyens technologiques qui pourraient faciliter le travail pour les aider à mieux, naviguer dans les méandres du réseau de la santé. En conclusion, il faut poursuivre les efforts faits d'adresser ces résultats-là aux employeurs, comme j'ai mentionné. Il faut donc créer des groupes de co-développement de solutions avec chacun des secteurs d'activité. Ce ne sont pas tous les types d'heures qui sont importants et qui ont un impact. Donc, il faut, je pense, concentrer notre énergie en priorité sur le soutien social et émotionnel et sur la coordination des soins. Il faut donc centrer là-dessus. La société québécoise ne peut pas échapper à cette réalité. Donc, on aurait beau dire, bon, écoute, on va laisser aller les choses, ça va nous frapper de plein fouet. Là. On est au début de cette réalité. Et on ne peut pas y échapper. Et la situation actuelle n'est pas permanente. Ça, je pense que c'est un élément qui est important. Elle n'est pas permanente, cette situation-là. L'équilibre va se recréer dans, je ne sais pas combien, il faudrait évaluer à peu près 20, 25, 30 ans peut-être, où on va revenir à une pyramide un peu plus équilibrée que celle qu'on a présentement. Donc, il faut aussi considérer que des solutions permanentes ne sont peut-être pas non plus les meilleures solutions. Donc, il faut réfléchir en termes d'investissement, à quel endroit on veut investir dans le futur. Donc, je vous remercie. Donc, je suis dans mon temps, oui. Tu es dans les temps. Bon. Je n'ai même pas eu besoin de te faire signe. Bon. Donc, c'est à votre tour maintenant. Je vais vous inviter à poser des questions autant en présentiel que sur le web. C'est simple. Quand vous avez le micro entre les mains, tout simplement vous présenter pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Également, les gens sur le web puissent vous entendre également. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Je vais me promener avec le micro et ça va être un tour. Donc, une question? Donc, c'était ma question. C'est vraiment juste pour le web. Voilà. OK. C'est juste pour les gens qui... Ah, d'accord. Donc, ma question, c'était celle de savoir si tous ces employés travaillent à temps plein ou s'ils travaillent à temps partiel et combien d'employés travaillent à temps partiel. Bonne question. Parce que chez nous... Je vais revenir devant Lucille. Ben, c'est Oh, une Lucille, question... c'est le risque, hein? C'est une question fondamentale puisque... Tout à fait. Pour parler du sondage que j'ai moi-même mené, mais en Suisse, il y a 3 ans, pour une fondation qui compte pas moins de 900 collaborateurs, c'est quand même beaucoup d'employés, mais dans le secteur des soins à domicile et de l'aide à domicile. Donc, eux on leur a tellement parlé des proches aidants, non pas seulement parce qu'ils
c'était pas dans la perspective de s'ils en sont, mais de leur relation avec le patient et le proche aidant. Alors, dans ce milieu-là, en Suisse en particulier, le 60%, c'est quelque chose d'assez usuel. Donc, 3 jours semaine, 80%, 4 jours semaine, voilà. Ou encore lundi, mardi, mercredi, midi. Hein? Et donc, ces femmes s'appauvrissent de toute manière. J'ai réagi à ça parce qu'on sait qu'elles s'appauvrissent. Si elles veulent absolument rester, c'est parce qu'effectivement, elles doivent supporter un fardeau qu'elles n'avaient peut-être pas à supporter avant, des enfants à l'université, etc. Bon. Ça, c'était cette question qui m'apparaît fondamentale. La deuxième, c'est celle de savoir s'ils se reconnaissent eux-mêmes en tant que proches aidants. Ça, c'est l'obstacle le plus important auquel on fait face. Et dans le sondage, plusieurs personnes, parce que c'est anonyme, c'était... comment on dit ces choses-là? C'est pas un sondage papier, ils répondaient sur l'ordi. Oui, voilà. Il y avait les deux modes de collecte de données, dépendamment de plusieurs personnes. Mais c'était anonyme et confidentiel. Il y avait 47% des gens qui disaient se reconnaître en tant que proche aidant, mais certainement pas en parler et aller voir leur supérieur immédiat pour leur dire « je suis un proche aidant ». Alors, moi, c'est une question comme juriste et la justice organisationnelle qui m'a interpellée parce que je sais que c'est comme ça. Je ne suis pas tellement angélique dans la vie. Ben moi, oui, mais je n'ai pas une vision angéliste de la vie. Alors, pour finir, parmi les pistes de solutions, il y en a une, moi, qui m'effraie plus particulièrement parce que j'ai dû proposer quelque chose à cette fondation et j'ai choisi de proposer une charte du collaborateur proche aidant dont on pourrait parler éventuellement, rédigée surtout en des termes flous et généraux. J'allais dire généreux, non, en termes flous et généraux. Oui et non, parce que dans toute la littérature que j'ai consultée, le passif relationnel que l'on peut avoir avec son supérieur immédiat impacte mais fortement l'aménagement du travail ainsi que tout le reste, la permission de s'absenter durant 1 heure et bon, faire la coordination des soins, là, M. Chenvert, c'est une sainte horreur. Je le sais pour le connaître personnellement et pourtant je me débrouille bien dans le réseau de la santé et je suis assez battante. Alors quelqu'un qui ne l'est pas puis qui n'y connaît rien, bonjour. Donc le cas par cas, c'était une étude faite sur les parents dont les enfants sont atteints de cancer, mais alors ils sont proches aidants. Donc, le nombre de Lucille, as-tu l'information? 85% sont à temps plein. Mm-hmm. Dans l'échantillon qu'on a ici, là, 2300. Alors, il faudrait voir les 15% qui sont à temps partiel. Est-ce qu'ils le sont pour cette raison? Ou aurait-il répondu la même chose, etc. Et je veux juste donc vraiment mettre en garde contre l'analyse du cas par cas pour soutenir un proche aidant qui est en emploi, parce que le passif relationnel, franchement, impacte beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle la majorité de nos proches aidants chez nous ne se disent même pas proches aidants. Parce qu'ils ont peur d'être ostracisés, stigmatisés, etc. On a vu une différence parce qu'on a mesuré le nombre d'heures consacrées à la proche aidance et il y avait une question par la suite qu'on demandait aux gens, vous considérez-vous comme des proches aidants? Et il y a une différence entre le nombre d'heures qu'ils nous disaient qu'ils consacraient et le fait de s'affirmer comme proche aidant. Il y a une différence significative entre les deux nombres. Donc, on voit bien que quelque part, les gens ne sont pas prêts à assumer qu'ils en sont réellement pour diverses raisons qu'il faudrait évaluer. Là. Mais effectivement, il y a une différence. C'est hyper intéressant. Merci. L'équipe du Pôle Santé est présente. Donc, si vous voulez rester avec nous après pour poser des questions et tout, vous avez vraiment le 3/4 de l'équipe qui est là. Donc, je vous invite à rester avec nous. Oui, merci Denis pour une belle présentation. Je reviens sur ton premier modèle là, que tu présentais, là, qui intégrait toutes les différentes variables, même si on ne l'avait pas à l'écran. Dans ton propos, tu mentionnes souvent plus d'heures. Donc, si on augmente, si le proche aidant augmente son nombre d'heures auprès de ses proches,
Est-ce qu'il y a comme un point de bascule? C'est quoi plus d'heures? Là? Tu sais, dans le fond, tu disais ta moyenne est à peu près à 12 heures. C'est-tu rendu à 15? C'est-tu rendu à 20 là, que le gasket saute? Là? Très bonne question, Martin. Naturellement, le modèle, tu connais un peu la modélisation des données, c'est un modèle linéaire, donc on pourrait effectivement évaluer les effets curvilinéaires de ce modèle-là. Ça serait tout à fait possible dans une régression polynomiale. Là. Je pourrais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais ça pourrait se faire et ça serait effectivement une piste intéressante. Il y a probablement un point d'inclinaison quelque part. Ça, c'est sûr que, rendu à un certain nombre d'heures, même si tu en fais 15, 16, 17, à un moment donné, t'es tout over. Là, il doit y avoir un point quelque part dans la relation. Elle n'est sûrement pas totalement linéaire, ça c'est clair. J'en suis persuadé, mais je ne l'ai pas testé. Mais je prends bonne note. On vous oublie pas sur le web. On s'en vient. On sait qu'il y a plusieurs questions. Donc, ma collègue Nadia Ben-Omar va prendre la relève. Oui, donc énormément de questions sur le web, des questions parfois de clarification, puis ensuite sur les pistes de solutions et les suites de l'étude. Une première question sur le financement de l'appui de Françoise, qui aimerait savoir si le financement de l'appui est stable ou est-ce la même formule que la Fondation Chagnon a faite avec Avenir d'Enfants Québec, c'est-à-dire un financement pour 10 ans. Tout à fait. Oh, la question vous êtes intéressée. Oui, c'est ça, effectivement. Comme vous avez vu tantôt, c'est un financement sur 10 ans. Donc, théoriquement, tant qu'on n'a pas l'aval du gouvernement pour le renouvellement du fonds de soutien, nous en avons jusqu'en 2021, à peu près là, 2022. Là, ça va être selon les investissements qu'on va avoir réussi à faire dans le développement de services. Web de Vincent Gabriel Langlois de l'ESAD. Les proches aidants voulaient savoir si les proches aidants perdent l'accès à des heures supplémentaires ou font plus d'heures supplémentaires. Je pense que ça, c'était une de tes diapositives, Lucie. Au coût, donc c'était les proches aidants estimaient faire plus d'heures supplémentaires que leurs collègues. C'est ça. Béatrice Eiserman se demandait si quel est le lien entre le présentéisme et les conflits familiaux. Est-ce que le lien est vraiment fait entre proche aidance et présentéisme? Le lien entre le conflit et le présentéisme, est-ce que j'ai bien compris la question? Les présentéismes et conflits familiaux. Effectivement, donc le lien est plutôt très important quand on observe la modélisation. Donc, ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que les gens qui perçoivent qu'ils ont plus de conflits famille-travail sont des gens qui vont manifester beaucoup plus de présentéisme en leur droit du travail. Donc, on leur a demandé s'ils avaient des difficultés de concentration dans leur travail, s'ils avaient des difficultés à accomplir leur travail. Bon, un ensemble de questions par rapport à ta capacité de livrer ton travail pendant que tu es en emploi. Et donc, ça veut dire que plus les gens sont dans une logique de conflit, donc ce qui perturbe un peu, j'imagine, leur concentration, parce qu'ils doivent réfléchir à un paquet d'éléments qui ne sont pas liés à leur travail pendant qu'ils travaillent. Et donc, ce phénomène-là les amène à faire plus de présentéisme que ceux qui n'ont pas ce niveau de conflit. Parfait. Audrey avait une question qui était liée à la définition du présentéisme. Elle se demandait si finalement le présentéisme, c'est d'être présent au travail sans être efficace et disponible. Est-ce que c'est comme ça qu'on présenterait le présentéisme ou est-ce qu'on le définirait autrement? C'est une très bonne question. Le présentéisme est un concept assez récent. Il y a différentes façons de l'évaluer. Fondamentalement, le présentéisme, c'est d'être présent au travail alors que tu n'es pas en santé. C'est ça, normalement, le présentéisme. Tu es au travail, mais tu n'es pas totalement en santé. Et par conséquent, tu ne peux pas exercer ta charge de travail dans sa pleine capacité. C'est fondamentalement la réalité du présentéisme. Une autre question de Sonia Leclerc qui se demandait, puisque le taux d'efficacité n'est pas significativement différent, est-ce que l'effort mis à compenser le rôle du proche aidant profite à l'employeur? Est-ce que ça ne coïncide? Il y a un effet indirect. C'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces... Bon, j'avoue que ça peut être un peu complexe, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des relations directes et indirectes du modèle en question ont été testées par l'approche du bootstrapping qui montre que tous les effets indirects sont significatifs. Donc, ça veut dire que le nombre d'heures consacrées comme proche aidant a des effets sur l'ensemble des dimensions, soit directement ou indirectement. Donc, ça a un effet. C'est juste que les phénomènes organisationnels sont rarement directs, ils sont souvent indirects. C'est donc plus complexe souvent qu'une relation de deux variables.
Audrey s'interrogeait sur comment vous avez réussi en fait à passer outre en fait le refus des entreprises et à les convaincre en fait de participer. Avec acharnement. Je dirais qu'on a réussi à obtenir des réponses positives en changeant l'angle du projet. C'est-à-dire que j'ai arrêté rapidement d'aborder le projet comme étant un projet pour les proches aidants. Mais je l'ai abordé comme étant un projet sur les pratiques de conciliation travail-famille. Et là, j'ai eu quelques ouvertures. Sinon, je n'en avais pas. Donc, j'ai juste un peu changé l'angle d'approche tout en gardant exactement le même outil de collecte, là, mais c'était juste pour trouver une manière de les intéresser à participer. Et en leur disant également que le sondage leur permettait d'avoir également un portrait de leur climat de travail. Je dirais que ça a été un point qui les a amenés à vouloir participer. Ça leur permettait d'avoir, parce que chaque entreprise participante a reçu un rapport sommaire des résultats la concernant. Donc, ça leur a permis d'avoir un regard sur quel est le niveau de soutien qu'ils donnent à leurs employés, quel est le niveau de satisfaction de leurs employés, le niveau d'épuisement, le niveau d'engagement, de mobilisation. C'est toutes des composantes du climat de travail qui, pour une entreprise, peut être intéressant à connaître. Alors que les entreprises payent souvent 50 à 100 000 $ pour avoir un sondage sur le climat de travail, alors qu'ils l'avaient gratuitement. Bon, c'était ça l'intérêt, là, grosso modo. Sylvie Marianne Rugenda pose une question. Avez-vous pensé à faire une analyse sexo-spécifique? Ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir des différences significatives entre les proches aidants et les proches aidantes? Tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Comme j'ai dit en entrée de jeu, le nombre de modélisations possibles avec ces données sont infinis. Et il va falloir s'asseoir et adresser chaque situation pour essayer de mieux exploiter les données en question. Mais effectivement, il y a de fortes chances que l'origine sexuelle du proche aidant, que ce soit un homme ou une femme, puisse avoir un effet sur un ensemble de phénomènes, en sachant très bien que, par exemple, l'épuisement émotionnel est souvent plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Bon, il y a un paquet de phénomènes comme ça qui existent, qu'il faudrait les conflits de famille-travail sont beaucoup plus présents chez les femmes. Bon, il y a un paquet de phénomènes qu'il faudrait adresser pour voir si effectivement le genre crée une différence dans la modélisation. Tout à fait. Mais ça, comme j'ai dit, il faut s'arrêter. On s'est arrêté là pour l'instant. Le sujet lève des passions, on le voit sur le web, on n'a jamais eu autant de questions, nous on est contents. On ne peut pas tout aborder par contre, et donc s'il y a des questions qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, j'invite les gens à nous contacter via courriel au pôle santé, donc on pourra y répondre s'il le faut, donc on vous invite. C'est pas terminé, on a du temps sur place, mais vous pouvez poursuivre la conversation sur le web. Je vous invite également sur LinkedIn. J'ai une question en présentiel, je vous demande de vous présenter également, s'il vous plaît. Merci. Mylène Salle, responsable du programme de gérontologie de l'Université de Sherbrooke. J'ai une question par rapport à la question des proches aidants, notamment le proche et familial. Et dans la recomposition des familles, je me demande quelle est la nature de la proximité, si c'est une proximité légale ou c'est une proximité de famille pratique. Est-ce que vous avez une idée de qui sont filialement ces proches aidants? Je ne me souviens plus. Il y a tellement de questions. Je pense qu'on n'a pas testé ça parce que je pense que vous, à l'appui, vous avez une bonne idée de la nature de cette relation, à savoir est-ce que c'est famille nécessairement ou ça peut être... Bien, généralement, c'est des conjoints-conjointes ou fils et filles. Donc, ils ont un lien soit marital ou familial. La belle-fille aussi, oui. Est-ce que vous avez un pourcentage sur ça, à peu près, une idée Dans mes statistiques, là, tantôt, j'allais chercher, puis je ne les ai pas trouvées. Là, Oui, c'est ça, exactement. Je sais que cette partie-là était quelque chose que vous aviez déjà fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été dans cette direction-là, parce qu'on voulait explorer autre chose. Là. Mais ça, je sais que vous, l'appui, vous avez fait des sondages auprès des proches aidants eux-mêmes. Il faut bien comprendre que nous, l'enquête ne s'adresse pas aux proches aidants. Elle s'adresse aux employés, dans lesquels il y a des proches aidants. Et donc, c'est un peu l'angle un peu différent. Donc, on ne s'intéressait pas tellement à comprendre la composition du proche aidant lui-même, mais beaucoup plus l'impact de cette réalité sur son environnement de travail. Donc, c'est un peu différent, mais eux, je sais qu'à l'appui, ils ont tout fait, ces enquêtes-là, auprès des milliers de répondants. Donc, ils ont les données. Donc, probablement que vous pourriez là, vous communiquer l'information pour répondre à ces questions. Oui. Comme
Comme mon collègue Raphaël l'a dit, il y a encore beaucoup de questions sur le web. Je vais en dire une dernière, puis j'encourage les gens à nous écrire par courriel, on pourra répondre à leurs questions spécifiques. On s'interrogeait en fait sur le meilleur véhicule pour descendre en fait les conclusions auprès des employeurs, au-delà de ceux qui ont participé à l'étude, en fait. C'est une très, très bonne question. On en a discuté la dernière fois que j'ai fait, la première fois que j'ai fait je dirais la présentation des résultats avec les gens de l'appui, le directeur général de l'appui. On est après réfléchir à la stratégie parce que je pense que le risque, c'est d'avoir une stratégie qui soit individualisée, c'est-à-dire qu'on aille chercher individuellement des entreprises parce que, comme je vous ai mentionné, ils sont très réfractaires à cette réalité. Donc, ils n'embarqueront pas dans une logique de cette nature-là. Je pense qu'il faut trouver une façon mieux regroupée, mieux structurée, soit par les chambres de commerce, ou il faut trouver une façon d'aborder non pas un employeur, mais un groupe d'employeurs. Soit y aller de façon sectorielle, il faut trouver une façon plus, je dirais, collective d'aborder la question pour pas que personne se sente visé individuellement comme employeur. Et là, je pense qu'il risque d'avoir plus d'ouverture d'esprit par rapport à la communication de ce type de résultats et aux solutions qui pourraient être envisagées. Je pense. Mais bon, je ne sais pas si... Il faut que les partenaires du marché du travail, surtout nationaux, s'impliquent dans ce dossier-là. Ils le sont souvent dans la conciliation travail-famille. Donc là, intégrer l'aspect de la proche aidance serait un point important parce que c'est un enjeu. Je sais que pour nous, l'appui, quand on a commencé à mettre le doigt sur ce dossier-là, ça a été la découverte d'un univers et on a constaté que ça dépassait un peu notre mandat parce que, bon, nous, on fait surtout du financement de projets de services. Et c'est pourquoi que là, on essaye de voir comment on peut collaborer avec d'autres partenaires qui sont plus spécialisés aussi dans ce domaine-là pour pouvoir faire avancer le dossier puis mieux rejoindre les proches aidants en emploi, là, qui est un défi énorme. On pourrait réfléchir à toutes les questions des logements qui sont technologiquement équipés pour être capables de suivre la réalité quotidienne d'un aîné, par exemple. Bon, je sais que de plus en plus, on a des appartements intelligents, des logements intelligents qui sont dotés d'équipements qui permettent de suivre en temps réel les déplacements, bon, un certain nombre de paramètres chez l'aîné en question. Et ça permet naturellement aux proches aidants de pouvoir, à distance, avoir une vue sur la réalité de son parent ou de l'aîné pour lequel il est responsable. Donc, il y a tout un mouvement en gérontologie, justement. Je sais que l'Université de Montréal travaille sur ces questions. Donc, est-ce que c'est une avenue possible pour réduire un peu le stress et le sentiment le sentiment d'épuisement chez les proches aidants? Peut-être qu'en termes technologiques, il y a des solutions. Je sais que les professionnels de la santé, bon, de plus en plus, on cherche à trouver des solutions. Comment les employeurs pourraient donc être partie prenante de cette réflexion sur les équipements nécessaires en termes technologiques pour doter les appartements, pour faciliter leurs employés. Parce que naturellement, ils s'en sortiraient gagnants s'ils pouvaient aider les employés à mieux gérer cette situation-là. Et peut-être que c'est une solution qui ne serait peut-être pas si coûteuse parce que de plus en plus, on a développé des équipements technologiques de surveillance qui sont amovibles. On peut déplacer d'un appartement à l'autre lorsqu'on n'a plus besoin assez facilement. Donc, il y a peut-être quelque chose dans cette direction-là. Là, je ne suis pas un spécialiste en technologie, là, mais je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça en ce moment. Et puis, dans votre recherche, que je trouvais intéressant, c'était dans une de vos diapos là, sur la coordination des soins de santé et pourrait développer des services d'allègement de cette tâche-là, de coordination de services qui pourrait être offert. Ça pourrait déjà aider des proches aidants qui sont en emploi. Des applications de santé connectée, bon, dans le marché, il y en a plusieurs compagnies qui offrent ces applications. Et les études, en tout cas, on est après à faire les études sur ces questions-là, ça permet d'économiser beaucoup de temps.
Oui, bonjour. Moi, c'est Marie-Chantal Jarry. Je suis propriétaire d'une entreprise de dames de compagnie. Et ma question, c'est pour les employeurs. Quand vous avez identifié les employeurs, est-ce que ils vous ont identifié d'emblée les gens qui étaient proches aidants ou est-ce que les employeurs le savaient qui étaient proches aidants dans leur organisation ou ils n'en avaient pas la moindre idée? Tu sais, ou c'est ça que je me pose comme question. Très bonne question. Je vous dirais que les plus petites, ils en étaient conscients. Et les plus grandes, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est, parce qu'il y a certaines entreprises dans l'échantillonnage qui sont dans près de 1000 employés. Là, et pour ces gens-là, ils n'en ont aucune espèce d'idée. Est-ce que c'était vraiment tous des proches aidants d'aînés ou c'était des proches aidants en général d'enfants? C'était d'aînés. Il fallait que la personne pour laquelle vous aviez une responsabilité avait 65 ans et plus. Ça, c'était une condition sine qua non. OK, parfait. Ça, il y avait pas, donc, ça ne peut pas être quelqu'un qui avait d'autres formes de responsabilité. Non. Merci beaucoup tout le monde. Le temps nous manque. Comme on l'a dit, il y a encore beaucoup de questions. Et sur le web également, comme j'ai dit, on vous invite à nous écrire à pôlesanté@hec.ca. On pourra y répondre avec grand plaisir à toutes vos questions s'ils n'ont pas été répondus aujourd'hui. Merci beaucoup, Denis Chenevert, Lucie Choffac, Robert Dion. Merci beaucoup de l'appui. Donc, comme je l'ai dit en entrée de jeu, c'était notre dernier séminaire de la saison et nous allons vous revenir cet hiver très rapidement avec toute une nouvelle programmation. Et moi, je vous donne rendez-vous sur YouTube. Tous nos séminaires s'y retrouvent. Également notre chaîne LinkedIn pour du contenu exclusif. Donc, je vous invite à nous suivre dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à cet hiver. Merci beaucoup.